Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, je vous propose une nouvelle histoire que j'ai nommée L'éternité de Rachel. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Il existe, sur les rives de la Dordogne, un village dont les maisons semblent avoir été posées là par une main bienveillante, avec la patience tranquille de ceux qui ne comptent plus le temps. Les pierres y sont couleur de miel pâle, les volets peints en bleu délavé, et les saisons y tournent comme les pages d'un livre qu'on a lu si souvent qu'on en connaît chaque mot par cœur. C'est là, dans un hiver de 1936, que commença l'histoire de Rachel. Elle avait 29 ans ce soir-là. 29 ans, un mari perdu à la guerre d'Espagne, une fille de 3 ans endormie dans la maison voisine, et une route enneigée qu'elle descendait seule, à pied, dans le silence total de décembre. Il était tard, le ciel était d'un noir sans étoiles, bouché par les nuages qui avaient neigé toute la journée et qui soufflaient encore par bourrasques des flocons éparses. Rachel marchait les bras croisés sur sa poitrine, le col de son manteau beige relevé jusqu'aux oreilles, ses souliers à talons laissant 2 sillons étroits dans la neige fraîche. Elle pensait à la lettre qu'elle venait de recevoir de sa belle-sœur à Bergerac. Une lettre de condoléances, en retard, comme toutes les mauvaises nouvelles. Elle pensait aussi à sa fille, Sabine, 3 ans, qui dormait du sommeil inébranlable des petits-enfants et qui le matin demanderait des tartines grillées avec du miel, sans se souvenir d'avoir eu faim la nuit précédente. Il y avait quelque chose de rassurant dans cette certitude-là. La voiture arriva de nulle part. Un instant, les phares l'aveuglèrent. L'instant d'après, elle gisait dans le fossé, la tête sous l'eau noire du talus inondé. Le choc l'avait projetée hors de la route et le froid avait fait le reste. Elle n'entendit pas la voiture repartir. Elle n'entendit plus rien du tout. Mais Rachel se réveilla. Elle se réveilla dans la boue glacée, les vêtements trempés. Et pourtant, elle était vivante, d'une vivacité presque insupportable, comme si quelque chose en elle venait de se réinitialiser. Elle se releva lentement, regarda ses mains qui ne tremblaient pas, qui ne saignaient pas, qui semblaient exactement comme avant. Elle toucha son front. Rien. Elle regarda autour d'elle. La route était vide, la neige continuant de tomber en silence, les sapins noirs au bord du chemin. Puis, elle rentra chez elle sans comprendre ce qui venait de se passer. Elle ne le comprit que bien plus tard. Les années passèrent. Sa fille grandit, vieillit, eut des enfants à son tour. Le monde changea d'une façon que Rachel observa avec une fascination croissante et une angoisse qu'elle taisait soigneusement. La radio devint télévision. Les robes s'allongèrent, puis raccourcirent. Les villes se couvrirent de néons et d'antennes paraboliques. Les téléphones disparurent des murs pour entrer dans les poches. Les guerres se succédèrent. Les chansons aussi. Les idées de ce qui était possible et de ce qui ne l'était pas changèrent plusieurs fois, profondément. Et Rachel, elle, demeura, intacte, immobile dans le temps, éternellement alourée de ses 30 ans, ses cheveux châtains jamais grisonnants, sa peau jamais creusée, ses yeux toujours du même brun chaud qui ne voyaient pas tout à fait comme les autres yeux, parce qu'ils avaient vu trop de choses. À Paris, en l'an 2024, Rachel vivait dans un appartement du 11e arrondissement qu'elle louait sous un faux nom, comme elle l'avait fait des dizaines de fois depuis la guerre. Les murs étaient blancs, les meubles peu nombreux et tous achetés d'occasion.
une façon de n'avoir rien qui soit vraiment à soi, rien qui pèse trop au moment de partir. Elle n'accrochait jamais de photos. Elle n'achetait jamais de livres reliés, seulement des éditions de poche qu'elle laissait dans les boîtes à livres des parcs quand elle avait fini. Elle avait appris à ne rien laisser derrière elle. Chaque décennie, il fallait repartir, changer de ville, de nom, de vie entière. Elle avait été Rachel Armand, puis Rachel Aumont, puis Sophie Arnal, puis Sarah Arnoux. Elle avait vécu à Clermont-Ferrand, à Rennes, à Montpellier, à Rouen, des petites villes moyennes de préférence, ni trop grandes pour qu'on y soit invisible, ni trop petites pour que tout le monde se connaisse. Elle avait exercé des dizaines de métiers, bibliothécaire dans les années 60, traductrice de l'anglais dans les années 80, secrétaire de mairie dans un village de Normandie au début des années 2000, gardienne de musée à Montpellier pendant quelques années douces et calmes. Chaque fois, au bout de 10 ans environ, les regards commençaient à changer autour d'elle. Des collègues qui la regardaient un peu trop longtemps dans les couloirs, des voisines qui se taisaient un peu trop vite quand elle passait, des questions posées à voix basse. « Elle a quel âge selon vous ?» Comme si vieillir était une obligation à laquelle on n'avait pas le droit de se soustraire. Alors, elle disparaissait. Un billet de train, une valise légère, un appartement rendu sans histoire, et la vie recommençait ailleurs, avec un nouveau prénom sur de nouveaux papiers, fabriqués par des gens dont elle ne savait rien et auxquels elle ne posait aucune question. Ce soir-là, elle rentrait d'une longue journée passée à l'arrière d'un atelier de reliure où elle restaurait de vieux volumes pour une maison d'édition du Marais. Elle aimait ce travail-là plus que les autres. La patience minutieuse qu'il demandait, la précision des gestes, le parfum de colle et de cuir qui collait à ses doigts longtemps après avoir quitté l'atelier. Il y avait quelque chose de juste, pensait-elle parfois, dans le fait de réparer des livres qui avaient été traversés des siècles, quelque chose qu'elle comprenait mieux que la plupart. Elle prit le métro ligne 3, direction Gallieni. Elle s'assit dans un coin, les yeux mi-clos, ses cheveux châtains coiffés en queue de cheval, son manteau beige boutonné jusqu'au menton. Personne ne la regardait. C'était une compétence qu'elle avait fini par maîtriser à force d'années. Occuper l'espace juste assez pour ne pas en être expulsée, pas assez pour y laisser une trace. Être là, sans vraiment y être. Une façon d'exister en mode mineur. Elle avait un chien, un petit teckel nommé Figaro, qui l'attendait derrière la porte et qui, contrairement aux humains, ne semblait jamais trouver étrange qu'elle ne vieillisse pas. C'était un avantage considérable des chiens. Ils vous acceptaient tel que vous étiez, sans statistiques et sans histoire. La suite des événements commença lors d'une vente aux enchères silencieuse au bénéfice d'une association de préservation du patrimoine oral breton. Rachel n'était venue que par habitude. Ces soirées culturelles lui permettaient de croiser des gens sans avoir à se justifier, à sourire sans avoir à expliquer, à exister dans le monde des vivants pendant quelques heures sans que cela lui coûte trop. L'homme s'appelait Vincent. Il avait 41 ans, des lunettes à monture fine, une façon de tenir son verre de vin rouge comme s'il oubliait qu'il était là, ce geste distrait de quelqu'un dont les pensées sont toujours un peu ailleurs. Il était architecte, elle l'apprit plus tard, spécialisé dans la réhabilitation de bâtiments anciens. Un homme qui passait ses journées à comprendre pourquoi les vieilles choses tenaient encore debout, à lire dans les pierres et les poutres les raisons profondes d'une résistance que le temps n'avait pas entamée. Il l'aborda simplement, sans manière, devant une huile du XIXe siècle, représentant une femme au bord d'une rivière, dos aux spectateurs, les pieds dans l'eau jusqu'aux chevilles. « Vous connaissez ce tableau ?»
dit-il. Je ne sais pas si c'est lui qui me plaît ou l'idée qu'il vient de très loin. Rachel avait regardé le tableau. La femme ressemblait vaguement à quelqu'un qu'elle avait été, ou peut-être à toutes les femmes qu'elle avait été, superposées les unes aux autres comme des calques transparents. Les deux ne sont pas séparables, avait-elle répondu. Ils avaient parlé pendant 2 heures. C'était rare pour elle, vraiment rare, d'une rareté qu'elle ne savait plus mesurer. De trouver quelqu'un avec qui le temps passait sans qu'elle ait à le surveiller. Vincent parlait des chantiers avec une tendresse presque mélancolique, comme si chaque bâtiment qu'il sauvait lui rappelait quelque chose qu'il n'avait pas su retenir dans sa propre vie. Il était veuf depuis 4 ans. Il l'avait dit en passant, d'une phrase posée là comme une pierre sur un chemin, sans faire semblant que c'était autre chose qu'une pierre. Ça fait 4 ans maintenant. Rien d'autre. Pas d'appel à la compassion, pas de dramatisation, juste l'énoncé simple d'un fait qui continuait de peser. Ils se dirent au revoir sous la pluie, devant le perron du salon d'exposition. Les voitures passaient, en projetant des gerbes d'eau sur les trottoirs luisants. Il lui demanda son numéro de téléphone avec une légèreté qui n'était pas de l'indifférence, plutôt de la politesse envers elle, comme s'il ne voulait pas lui faire sentir qu'il attendait quelque chose en retour. Elle le donna. Ce geste, pourtant banal pour n'importe qui d'autre, lui coûta quelque chose qu'elle ne sut pas nommer tout de suite. C'était de l'espoir. Ils se revirent. D'abord pour un café près de la Bastille, dans un de ces petits établissements qui n'ont pas changé depuis 30 ans et qui sentent le café et la sueur humide. Puis pour une promenade le long du canal Saint-Martin, un dimanche de janvier, où le ciel était d'un gris si uniforme qu'il semblait peint d'une seule couche épaisse. Vincent marchait les mains dans les poches, s'arrêtait parfois pour regarder quelque chose, une péniche qui passait, des enfants qui jouaient avec un cerf-volant malgré l'absence de vent, un chat orange assis sur une borne. Il avait ce regard attentif qui semblait trouver de l'intérêt partout où il se posait. Il n'était pas de ces gens qui remplissent le silence pour ne pas l'entendre. Il le laissait exister entre eux, ce qui était rare et doux, et qui créait une intimité plus franche que n'importe quelle conversation maintenue à flux tendu. Rachel apprit à le connaître par fragments. Ses 2 fils adultes, Aidan qui étudiait le droit à Toulouse et Steve, développeur informatique dans la même ville depuis quelques années, tous deux avec cette légère distance des enfants qui ont grandi dans la douleur d'un deuil familial et qui ont appris à occuper le monde à mi-voix. Sa passion pour le jazz des années 50, Miles Davis et Chet Baker surtout, cette musique mélancolique et précise qui semblait faite pour les fins d'après-midi en novembre. Sa manie de noter les rêves qu'il faisait dans un carnet à spirale posé sur sa table de nuit, pour ne pas les perdre, disait-il, avec un sourire légèrement gêné, ce qui lui parut à la fois touchant et légèrement naïf. Elle n'avait jamais su si elle rêvait encore. Ses nuits étaient profondes et opaques, comme des eaux sans fond. Elle lui dit qu'elle s'appelait Rachel Arnoux, qu'elle était née à Périgueux d'une famille modeste, que ses parents étaient morts jeunes d'une façon qu'elle préférait ne pas détailler. Le reste, elle l'inventa avec soin, comme elle l'avait toujours fait. Des détails plausibles, des souvenirs aux contours flous, une enfance de province sans aspérité notable, le genre de passé ordinaire que personne n'a envie de creuser. Elle ne lui dit pas qu'elle avait vu la libération de Paris depuis une fenêtre du 4e arrondissement, tenant dans ses bras Sabine et qui réclamait à manger. Qu'elle avait traversé mai 68 dans les rues du quartier latin avec une curiosité de spectatrice, comprenant les revendications, incapable de les ressentir vraiment, séparée de la jeunesse par quelque chose que la jeunesse ne pouvait pas voir. Elle ne lui dit pas non plus qu'elle avait aimé autrefois, plusieurs fois, et que chaque fois, il avait fallu regarder l'autre vieillir pendant qu'elle restait immobile. Regarder les rides apparaître, le dos se courber, les yeux se pacifier.
regarder l'autre devenir quelqu'un d'autre et ne pouvoir rien faire qu'accompagner jusqu'au bout et puis repartir. C'était une chose qu'elle s'était promise de ne plus faire. Mais elle continua de le voir, tous les 2 ou 3 jours, parfois davantage quand le week-end s'y prêtait. Parce que Vincent la regardait comme si elle était réelle, pas comme un mystère à percer ou une beauté à posséder, simplement comme quelqu'un qui existait, là, en face de lui, et qui méritait d'être écouté, d'avoir ses opinions prises au sérieux, d'avoir ses silences respectés. C'était suffisant pour qu'elle reste, et trop douloureux, dans ses conséquences prévisibles, pour qu'elle parte sans dommage. Vincent l'invita à passer un week-end dans la maison familiale de son père, une longue bâtisse en tuffeau blanc au bord du Cher, à quelques kilomètres de Tours. Le tuffeau, cette pierre calcaire tendre et claire qui caractérise les demeures du Val-de-Loire, avait pris avec les années une teinte dorée qui la rendait presque lumineuse, même sous un ciel couvert. Son père, Arthur, y vivait seul depuis la retraite, entouré de 6 livres, de son jardin potager et d'une vieille chienne épagnole du nom de Clochette qui dormait sur le canapé sans que personne songe à l'en empêcher. Rachel hésita longtemps. Les week-ends en famille étaient des pièges dangereux, trop de questions, trop de mémoire collective qu'il faut faire semblant de partager, trop de regards qui cherchent à s'y tuer. Mais quelque chose dans la façon dont Vincent avait posé l'invitation. Il n'y a aucune obligation vraiment, mon père est quelqu'un de discret, lui avait semblé sincère. Pas un test, pas une pression déguisée, juste une proposition. Elle accepta. La maison sentait la cire ancienne et le lilas. On avait pris soin de l'entretenir sans jamais vraiment la moderniser, ce qui lui donnait cet air à la fois habité et suspendu, propre aux demeures aimées. Arthur était un homme de 75 ans, au visage creusé par des décennies de lumière douce, celle des après-midi passées à lire près de la fenêtre, à jardiner sous le soleil de Touraine. Il avait des yeux d'un bleu pâle, légèrement délavés, du genre de bleu qu'on trouve dans les vieilles faïences. Quand Rachel entra dans le salon, il s'arrêta à mi-geste. Il posait un plat sur la table basse, et quelque chose traversa son regard. Une ombre, une incertitude, comme lorsqu'on croit entendre un air de musique qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps et qu'on n'est pas tout à fait sûr de reconnaître. Le dîner fut agréable, serein, baigné dans cette lumière jaune des lampes à abat-jour qui font paraître les maisons plus chaleureuses. Arthur parla de ses années comme ingénieur dans le bâtiment, de ses voyages au Maroc dans les années 80, du jardin qu'il essayait de tenir en état malgré ses genoux qui commençaient à le trahir. Vincent apportait le vin, desservait les assiettes, lançait à Rachel de temps à autre des regards brefs qui disaient « Tu vois, tout se passe bien ». Après le repas, alors que Vincent faisait la vaisselle dans la cuisine et que le bruit de l'eau couvrait discrètement les voix, Arthur s'assit en face de Rachel dans les fauteuils du salon et l'observa en silence un long moment. Clochette ronflait doucement entre eux. « Je vous connais », dit-il enfin. Ce n'était pas une question. Sa voix était posée, ni menaçante, ni frivole. Rachel sentit quelque chose se contracter dans la poitrine. Ce réflexe vieux de décennies, ce début de calcul mental, partir maintenant ou attendre. « Nous ne nous sommes jamais rencontrés », dit-elle d'une voix parfaitement égale. Arthur secoua la tête lentement. « Pas vous, non, mais quelqu'un qui vous ressemble d'une façon troublante. » Il se leva, alla vers la bibliothèque et prit dans un tiroir une vieille boîte en carton grise, qu'il ouvrit avec les gestes précautionneux de quelqu'un qui manipule quelque chose de fragile. Il en sortit une photographie en noir et blanc, usée sur les bords, légèrement jaunie. Une femme, sur un quai de gare, contre une colonne. Cheveux châtains, manteau beige, regard dirigé vers l'objectif,
avec cette fixité légèrement décalée des gens qui ne s'attendaient pas à être photographiés. Rachel reconnut le manteau, c'était le sien. « C'est ma mère qui a pris cette photo en 1972, dit Arthur avec calme. Elle disait que cette femme lui avait sauvé la vie. Ma mère avait été perdue dans la gare de Grenoble à 7 ans, et cette femme l'avait retrouvée et ramenée jusqu'au chef de gare, puis attendue avec elle jusqu'à ce qu'on vienne la chercher. Ma mère n'a jamais oublié son visage, elle l'a décrit pendant des années, et quand elle a vu cette femme sur ce quai, des décennies plus tard, elle l'a reconnue immédiatement. » Il y eut un long silence. La chienne remua dans son sommeil. « La ressemblance est frappante, n'est-ce pas ?» dit Rachel. Arthur la regarda encore, longuement, avec cet œil attentif d'un homme qui a passé sa vie professionnelle à lire dans les structures ce que les surfaces dissimulent. Puis, il remit la photo dans la boîte, referma le couvercle soigneusement et dit simplement « Oui, frappante. » Il n'ajouta rien d'autre. Le lendemain matin, pendant qu'Arthur dormait encore, on entendait sa respiration profonde à travers le plancher. Rachel et Vincent marchèrent le long du Cher dans le brouillard de février. Le fleuve était haut, presque immobile, d'une couleur gris-argent qui se confondait avec le ciel. L'herbe des berges était gelée, et leurs pas faisaient un bruit crissant et régulier dans le silence du petit matin. Rachel avait décidé, dans la nuit, une de ces nuits opaques où elle restait allongée dans l'obscurité sans dormir, à regarder le plafond blanchir lentement avec l'aube, qu'elle devait partir. Que cette histoire devait s'arrêter avant de devenir une catastrophe pour lui, surtout, pour ses fils, pour Arthur, qui savait déjà plus qu'il ne devrait. Elle connaissait trop bien la suite de cette histoire pour se raconter qu'elle pourrait se terminer autrement. Mais elle n'avait pas prévu que Vincent commencerait à parler en premier. « Mon père t'a dit quelque chose hier soir ?» demanda-t-il. Il était bizarre après le dîner, plus silencieux que d'habitude, et il me regardait d'une façon... « Non, rien d'important, il m'a montré une vieille photo. » Vincent hocha la tête. Ils marchèrent encore un moment. L'eau du Cher glissait à leur gauche, lente et dense. Puis il dit « Rachel, il y a des choses que tu ne me dis pas. » Ce n'était pas une accusation. Il n'y avait aucune dureté dans sa voix. C'était presque de la tendresse. La tendresse particulière de quelqu'un qui a décidé de voir ce qu'il voit plutôt que ce qu'il préférait voir. Elle s'arrêta, regarda le fleuve un long moment, et elle parla. Elle ne lui dit pas tout, elle ne dit jamais tout, ce n'était pas dans sa nature, et certaines choses résistent à la mise en mots, même après 90 ans de pratique. Mais elle lui dit l'essentiel. La route de décembre 1936, le fossé, le froid, le réveil qui n'aurait pas dû avoir lieu. Elle lui dit les décennies, les départs, les noms. Elle lui dit Sabine, sa fille née en 1933, qui avait maintenant 90 ans, qui vivait dans une maison de retraite à Périgueux et qui était la seule personne au monde à connaître la vérité complète. Elle parlait d'une voix très calme, comme on récite quelque chose qu'on a trop longtemps gardé pour soi et qui a fini par s'user jusqu'à l'os, jusqu'à devenir presque neutre. Vincent ne l'interrompit pas une seule fois. Il écoutait en marchant, les yeux sur le chemin, avec ce silence actif des gens qui comprennent que les mots ont besoin d'espace pour atterrir correctement. Quand il eut fini, il resta immobile un long moment, les yeux sur l'eau grise, puis il dit « Combien de fois as-tu dû partir ?»« Je ne compte plus. »« Et là, tu allais partir aussi ?» Ce n'était toujours pas une question. Rachel ne répondit pas. Le silence dit ce qu'il fallait. Vincent reprit sa marche lentement. Elle le suivit sans tout à fait savoir pourquoi. Par habitude peut-être, ou parce que la rivière continuait d'avancer et qu'il était difficile de rester immobile quand tout autour de vous se déplace. Ils firent encore 500 mètres dans le silence du brouillard, puis
Il s'arrêta de nouveau, les mains dans les poches, et dit sans la regarder. « Je ne te demande pas de rester. Je ne peux pas te demander ça. Ce serait injuste et puis, je ne sais pas comment on demande quelque chose comme ça. Mais je voudrais que tu saches que j'aurais voulu te connaître encore longtemps. » Rachel sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. « Moi aussi, » dit-elle. Ils rentrèrent à Paris le soir même, par le train de 19h qui traversait les champs gelés de la Beauce dans une lumière rasante et orange. Dans le compartiment presque vide, ils restèrent assis côte à côte sans parler, les manteaux encore froids du dehors, les mains posées sur les genoux dans cette proximité précautionneuse des gens qui ont dit beaucoup et qui laissent les mots reposer avant d'en dire davantage. La question de ce qu'ils allaient faire ne fut pas posée ce soir-là, peut-être parce qu'il n'y avait pas de réponse simple, peut-être parce que certaines choses se décident moins qu'elles ne se découvrent, par une accumulation lente de jours ordinaires qui finissent par ressembler à une décision sans qu'on s'en rende tout à fait compte. Dans les semaines qui suivirent, Rachel n'emménagea pas chez Vincent. Elle ne vendit pas son appartement. Elle continua de travailler à l'atelier du Marais, de rentrer chez elle le soir avec Figaro, qui l'accueillait avec la joie inépuisable et sans mémoire d'était qu'elle, de regarder les toits de Paris depuis sa fenêtre en buvant une tisane au tilleul avant d'aller dormir. Mais quelque chose avait changé dans la texture de ses jours, quelque chose d'imperceptible, comme quand on règle légèrement l'accord d'un instrument et que la musique qu'il produit n'est pas fondamentalement différente, mais sonne plus juste. Elle appela Sabine, qui vivait dans une chambre claire d'une maison de retraite de Périgueux, entourée de ses aquarelles accrochées au mur et de quelques photos soigneusement encadrées. Elle s'appelait une fois par mois, prudemment, sur un téléphone prépayé que Rachel renouvelait tous les 2 ans. C'était une complicité étrange et douce, celle d'une mère et d'une fille dont les âges avaient été, depuis bien longtemps, divergés de façon irréversible et qui avaient appris à s'aimer dans cette asymétrie sans en faire une tragédie. Simplement comme une particularité de leur histoire parmi d'autres. « Tu l'aimes ?» lui demanda Sabine, d'une voix chevrotante mais vive, avec cette vivacité d'esprit qui était restée intacte malgré les années. « Je crois que oui. »« Alors reste. » »« Il va vieillir, Sabine. » Il y eut un silence qui a toute la durée du monde derrière lui. Puis Sabine dit doucement : « Et alors, moi aussi j'ai vieilli. Tu m'as regardé vieillir pendant toutes ces années et tu n'es pas partie. Tu m'as regardé devenir vieille, puis très vieille, et tu es encore là. Pourquoi ce serait différent avec lui ?» Rachel ne répondit rien. Elle regarda par la fenêtre les toits luisants de pluie, les cheminées et les antennes, les fenêtres allumées d'appartements où des vies ordinaires se déroulaient dans leur rythme propre. Sa fille avait raison. Elle le savait depuis le début. C'était peut-être pour ça qu'elle l'avait appelé. Le printemps arriva sur Paris comme il arrive toujours, sans prévenir, un matin, avec la violence douce des premières fleurs sur les marronniers du boulevard Voltaire et ce parfum particulier de terre mouillée et de sève montante qui court dans les rues dès que la température dépasse les 10 degrés. C'est une des choses que Rachel aimait dans Paris, la façon dont le printemps s'annonce de la même façon depuis des décennies, avec la même insistance légèrement brutale, le même désordre de vert tendre et d'air doux qui revient chaque année comme si c'était la première fois. Rachel et Vincent marchaient dans le jardin des plantes par un samedi de mars dont la lumière avait cette qualité particulière, rasante, légèrement dorée, projetant des ombres longues sur les allées de gravier. Il tenait son café dans un gobelet en carton dont la chaleur lui réchauffait les mains. Elle avait les mains dans les poches. Figaro les suivait en tirant sur sa laisse, distrait par chaque odeur, par chaque racine saillante des vieux platanes, par chaque autre chien aperçu à 20 mètres
et qui représentait une affaire d'une importance considérable. Ils ne parlaient pas beaucoup en marchant. C'était devenu leur façon d'être ensemble, une présence confortable, sans effort, sans la nécessité de se justifier ou de se prouver. Comme deux personnes qui ont depuis longtemps cessé de se raconter et ont commencé à simplement coexister, ce qui est une forme d'intimité plus profonde. Arthur les rejoignit pour le déjeuner, dans un bistrot de la rue Cuvier où le patron, un homme jovial aux favoris blancs, connaissait Vincent de longue date et leur installa une table au fond près de la fenêtre qui donnait sur un platane. Arthur parla de son jardin, de la clématite qui n'avait pas survécu à l'hiver et qu'il comptait remplacer par une glycine, d'un livre sur l'histoire des ponts médiévaux qu'il était en train de lire et qu'il recommanda avec une précision d'ingénieur. Il regarda Rachel une seule fois avec cet œil pensif et doux. Ce regard qui voulait dire peut-être « je sais » ou peut-être seulement « je vois » et dans tous les cas je garde ça pour moi. Et elle lui sourit. Il lui rendit son sourire. Ce fut suffisant. Après le déjeuner, pendant qu'Arthur et Vincent commandaient un café et discutaient d'un projet de réhabilitation d'une ancienne gare désaffectée dans l'Eure, Rachel sortit un moment sur le trottoir. Elle leva les yeux vers le ciel. Un bleu de Mars propre et froid, traversé de nuages rapides et blancs qui couraient vers le nord comme s'ils avaient un train à prendre. Elle pensa à la route enneigée de 1936, au fossé, à l'eau noire et au silence qui avait suivi. Elle pensa à tous les départs, à toutes les villes traversées, à tous les noms portés comme des manteaux de saison qu'on finit par laisser dans un vestiaire. Elle pensa à Sabine, petite fille de 3 ans endormie cette nuit-là, dans la maison voisine, qui n'avait rien su jusqu'à ses 20 ans. Et à Sabine aujourd'hui, vieille dame aux cheveux blancs, qui lui disait « reste » avec la même autorité tranquille qu'elle mettait à tout ce qu'elle disait depuis toujours. Elle pensa à Vincent, à sa façon de tenir son verre comme s'il oubliait qu'il était là, à sa voix au bord du Cher par ce matin de brouillard, au carnet à spirale sur sa table de nuit. Et pour la première fois, depuis très longtemps, depuis si longtemps qu'elle ne saurait pas dater ce moment, qu'il se perdrait quelque part dans les décennies accumulées, Rachel n'eut pas envie de disparaître, pas envie de calculer, pas envie de préparer la prochaine valise, le prochain nom, la prochaine ville. Elle prit une inspiration lente. L'air sentait le café et le gravier mouillé de printemps. Elle rentra dans le bistrot, elle s'assit et elle resta. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire, l'éternité de Rachel. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la booster, à la partager, afin de m'aider à faire vivre cette chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous une douce nuit et je vous dis à très bientôt.